La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Mon invité cette semaine, Yvan Paté. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes le président fondateur du groupe EM2C, groupe qui a été fondé en 1990. Vous avez fêté vos 31 ans donc cette année. Promoteur lyonnais spécialisé, on le rappelle, dans l'immobilier d'entreprise, aménagement, promotion, construction. Vous êtes implanté à Lyon, à Nantes, mais aussi à Paris. En 2020, votre chiffre d'affaires s'élève à 58 millions d'euros. Vous avez une centaine de collaborateurs. En 30 ans, vous avez réalisé plus de 800 bâtiments pour l'immobilier d'entreprise. Le logement, plus de 3 millions de mètres carrés construits. Alors à Lyon, EM2C, c'est notamment le siège d'Ampli de Cour-Viton, celui d'Agira à Gerland ou encore les laboratoires Carso à Vénissieux. En ce moment, vous travaillez sur le site des anciennes usines Fagor dans le 7e arrondissement avec un projet ambitieux, un ensemble de 30 000 mètres carrés qui abritera notamment le siège d'Enedis. Yvan Paté, ça veut dire que malgré la crise sanitaire, le marché de l'immobilier d'entreprise se porte bien à Lyon ? Il se porte bien, oui, tout à fait, vous avez tout résumé. Il se porte bien, il se cultive quelques années avant sa production, c'est le cas de le dire. On a des phases d'administration de dossiers qui sont longues. Il y a des phases d'autorisation qui le sont aussi. On a un contexte où l'environnement prend de plus en plus de place, c'est de plus en plus prégnant. Donc, on anticipe au maximum les dossiers. L'anticipation du dossier est la clé du succès des prochaines années. C'est le vrai enjeu. On va parler justement de l'avenir dans un instant. D'abord, j'aimerais qu'on reste sur les derniers mois que l'on a vécu tous avec cette crise sanitaire, ces confinements. Ça vous a impacté, vous, sur vos projets, où vous avez pu, les projets en cours, continuer à les faire évoluer malgré cette crise ? Non, ça nous a impacté. Ça nous a impacté sur 2 mois d'activité. Sur la première pandémie, comme beaucoup de nos confrères à ce niveau-là, je dirais que le secteur du BTP était un peu plus loin à s'en relever de manière globale. En tant qu'aménageur ou promoteur, il a fallu anticiper, redémarrer. Donc on peut dire qu'on a été sauvegardé dans notre métier sans trop de difficultés par rapport à d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Mais ce qui s'est passé de manière contemporaine nous oblige à imaginer la suite de nos métiers différemment et nous oblige aussi à remettre en cause un peu la conception de nos projets, l'accompagnement avec les collectivités. C'est un sujet très vaste, on va dire passionnant quand on peut en discuter avec un peu plus de détente. Voilà. La suite, justement, on comprend bien que vous travaillez sur des projets qui sont importants, qui ne sortent pas de terre du jour au lendemain. Ça se passe sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Aujourd'hui, on l'a dit, les projets sont en cours. Vous avez le sourire, ça se passe plutôt bien. Le carnet de commandes pour les années à venir, il est bien rempli. Vous avez une crainte peut-être pour les années à venir ? Oui, notre carnet de commandes est bien rempli sur les 3 prochaines années. On a un peu plus de 120 000 mètres carrés à produire et à construire sur Lyon, notamment en tertiaire, beaucoup, ce qui est un des enjeux. On va voir comment le marché se positionne avec une raréfaction de l'offre, mais aussi une raréfaction, je dirais, des demandes pour le moment. À voir comment elles redémarreront en septembre. Mais on a effectivement un beau carnet de commandes. On pousse un peu plus de 300 millions de commandes devant nous, donc ce qui nous donne une vision plus pérenne. Néanmoins, il faut cultiver 2023, il faut cultiver surtout à partir de 2024, 2025. Les mises en chantier, comme je vous le disais, sont longues. La maîtrise des fonciers est longue et elle demande d'avoir une vision politique urbaine très organisée en amont. Et c'est là où on souhaite avoir un travail très proche avec les collectivités, pas uniquement celle lyonnaise qu'on connaît bien, mais également dans d'autres métropoles françaises, où le travail est d'une manière générique le même à faire au niveau du sourcing, de la vie de demain, comment on l'imagine et comment on va régénérer les quartiers. Voilà. Le foncier, justement, vous travaillez sur de très gros projets. Est-ce qu'aujourd'hui, dans Lyon, dans la métropole, il y a encore des espaces disponibles ? Est-ce qu'on peut encore construire aujourd'hui ? On peut encore construire aujourd'hui. On est dans une vision qui est un peu spéciale. On a une gouvernance qui a changé depuis un an, on va dire grosso modo, presque un an maintenant, avec des nouvelles équipes qui ont une vision différente de ce qui s'est passé depuis 30 ans. Il faut qu'on arrive à comprendre cette vision, il faut qu'elle se mette en place. Il y a des messages politiques aussi passés à l'électorat qui a élu cette gouvernance que l'on a, tant sur la ville que sur la métropole et ailleurs en France aussi. Donc il y a un temps d'adaptation. Ce que l'on souhaite, nous, c'est que ce temps d'adaptation soit suffisamment court pour qu'on l'interprète vite et bien et qu'on puisse apporter les réponses de ce que l'on sait faire.
nous tous, au sens large du terme. Je pense que nos compétences à Lyon et un vivier de promoteurs importants qui travaillent bien dehors de leur base montrent qu'on peut compter sur ce vivier pour avancer. Simplement, il nous faut une connaissance, de l'échange et surtout de la confiance réciproque. Je pense qu'on ne se connaît pas au sens large du terme, il faut construire cette relation. Justement, cette relation avec les écologistes, donc on l'a compris, arrivé à la tête de la métropole et de la ville il y a un an maintenant. Vous, l'entrepreneur, vous le voyez de quel œil cette arrivée ? Je le vois avec un œil curieux. Peut-être quand on a suffisamment de production à développer dans les années à venir, on le voit avec un peu moins d'angoisse que ceux qui n'en ont pas et qui sont sur des projets qui ont été suspendus, parce qu'il y a quelques projets qui ont été suspendus. Néanmoins, avec beaucoup de curiosité, parce que je dirais que voilà, on passe d'un mode de gouvernance à un autre mode de gouvernance, et une vision politique à une autre vision politique. Il faut qu'on construise, qu'on accompagne. Donc, je suis très interrogatif de voir comment les choses vont se mettre en place, tant dans l'immobilier d'entreprise que dans le logement, parce qu'on annonce beaucoup de choses. Il y a une interconnexion complète au niveau de l'emploi. Il faut produire du logement à Lyon, c'est clair. Beaucoup de logements sociaux, c'est annoncé, mais il faut aussi des personnes pour accompagner ce développement et surtout pour travailler. Donc il faut tout type d'emploi qualifié, mais aussi non qualifié sur Lyon. Donc tout type d'entreprise aussi. Curieux, interrogatif, est-ce que vous êtes quand même un petit peu inquiet, parce que vous l'avez évoqué rapidement, l'arrivée des écologistes, c'est un changement également de stratégie. On sait qu'ils ne sont pas favorables à ce que voulait faire Gérard Collomb du quartier de la Part-Dieu, notamment avec ses grandes tours. Est-ce que vous avez peur justement qu'ils freinent un petit peu les constructions et les grands projets dans les prochaines années ? Ils envoient des messages différents. On a des messages différents. On sait effectivement qu'au niveau des tours, la vision n'est pas la même. On a un étalement urbain qui est souhaité. Cet étalement urbain ne doit pas devenir non plus un phénomène pendulaire, c'est-à-dire qu'on doit avoir beaucoup de mixité dans l'étalement pour qu'on évite de faire travailler des gens en dehors de leur base de logement. Donc il y a une vision différente. Oui, c'est très clair, on le sait. Cette vision est différente, mais il va y avoir toujours une vision. Encore une fois, l'économie ne peut pas être chassée. L'économie n'est pas un vecteur de non-croissance. Au contraire, elle accompagne le logement, elle accompagne le développement d'une ville, d'une métropole qui est très forte, avec une image qui est très bonne. Donc personne ne peut se prévaloir de faire fi de cette puissance qui est là, qui est présente, avec ces grands groupes qui sont présents. Donc il est important d'arriver à le comprendre, mais il est important de pouvoir échanger. Le non-dialogue est l'ennemi de toute progression. On a besoin d'échanger fortement, dans tous les sens. C'est ça qui doit meubler là, les prochains mois, pour moi en tout cas. Cette vision différente, elle va vous contraindre à faire évoluer vos projets, j'imagine, à les penser différemment ? C'est exact. C'est exact, parce que même si ça a déjà été initié, les gros industriels du monde du bâtiment ont déjà pris ces virages il y a déjà une quinzaine d'années. La vision décarbonée, elle date de 2007, où les premières lois devaient arriver avec une taxe carbone qui était décalée pour des histoires qui ne touchent pas le monde de l'économie rationnelle tel qu'on le connaît, qui vont revenir sur le plancher très rapidement, puisqu'on a des normes qui nous imposent une décarbonisation, mais pas que. Donc on va sourcer d'autres matériaux. Il y a une accélération, parce qu'on sait qu'on a des élus qui prônent cette accélération, donc qui est très intéressante, parce que ça nous oblige à nous poser des questions différentes et consommer moins d'énergie, voire à produire l'énergie qui va être consommée, et de manière un peu plus active. Mais beaucoup de choses ont déjà été lancées, donc c'est intéressant d'arriver à voir de quelle manière on va pouvoir les poser. Justement, on va rentrer dans ce sujet de l'écologie, notamment, je le disais en début d'émission, votre entreprise a plus de 30 ans maintenant, oui. 31 ans. Les enjeux environnementaux, ils ont évolué au cours des années. Vous vous êtes adapté à cela. Comment vous travaillez aujourd'hui pour construire tout en respectant l'écologie ? On construit par le volet social. Le volet social d'une entreprise, le volet social pour la partie logement, la mixité du volet social. Quand je dis le volet social, c'est toute classe confondue. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un projet urbain vient se positionner dans un environnement existant. Quand vous reprenez une friche dans Lyon, vous êtes entouré à 360 degrés par des habitants, par des entreprises qui sont présentes, par des services publics, par tout un tissu. Il est important de faire un lien. Pour faire ce lien, on doit intégrer les nouvelles attentes. C'est-à-dire que maintenant, quand vous produisez un immeuble de bureau, vous devez aussi imaginer au niveau du travail, même parfois du compost, ce qui va toucher une famille, comment est-ce qu'on peut l'intégrer à une échelle économique ? Des questions qui n'étaient pas d'actualité, qui le deviennent maintenant, parce qu'on sait qu'on est attendu sur ces questions-là. On va passer en dehors des questions qui sont liées au mode de déplacement, avec l'accélération du transport par le vélo, parce qu'on voit que ça touche, je dirais, un bassin de population européen, mondial, donc on n'est pas dans ce paradigme-là. Par contre, il y a beaucoup d'attentes sur le bien vivre
pour des générations. Les milléniums sont demandeurs de ce bien vivre, ils sont là pour nous expliquer, pour nous pousser à aller de l'avant. Donc quelque part, tout se corrobore. Maintenant, il faut le mettre en ordre de bataille parce que c'est une bataille de l'écologie au travers d'un phénomène social et économique. Il ne faut pas le perdre de vue, c'est très important. Alors pour terminer, une dernière question, on va justement essayer de se projeter, d'ouvrir notre imagination. À quoi ressemble le quartier de demain que vous avez envie de construire? À quoi va-t-il ressembler à Lyon? On va accélérer la mixité. Cette mixité de quartier, pour moi, c'est pas forcément une mixité d'avoir dans un même immeuble, bureau, logement, d'avoir de l'activité ou du service. C'est toujours difficile, les notions de vie sont pas les mêmes. Vous vivez la journée quand vous travaillez, il est difficile d'imaginer qu'il y a des gens au-dessus de chez vous qui vont être des gens qui vont vivre leur vie propre en même temps que vous travaillez en dessous. Par contre, d'avoir des quartiers dans lesquels on met cette notion de mixité à disposition, qui pose beaucoup de questions, parce qu'encore une fois, on peut être dans la journée avec ses enfants et avoir son époux, son épouse qui travaille à côté, mais qui va synthétiser beaucoup de moyens qui vont devoir venir à disposition de ces quartiers, dans le transport, dans les déchets, dans plein de choses. Donc c'est cette réflexion qui est dure à mettre en place, surtout quand on a des changements politiques sur lesquels on doit respecter ceux qui ont été élus, leur vision, mais aussi leur rappeler que les temps sont courts et qu'on a quand même une administration qui est lourde en France. Il faut manager tout ça. Merci en tout cas Yves Empaté d'avoir été avec nous. Vous restez avec moi un instant encore pour l'info de la semaine dans Lyon Business et les salons professionnels qui vont enfin faire leur retour à Lyon. Le premier rendez-vous, c'est pour les 22, 23 et 24 juin prochains. Préventica va être l'événement phare de la réouverture d'Eurexpo. Le salon qui devait se tenir en septembre dernier, normalement il avait été reporté en raison de la crise sanitaire. Il va être le premier rassemblement national sur les sujets de la santé au travail, des ressources humaines, de la gestion de la crise et de la performance des entreprises. 345 exposants et une centaine d'entreprises de la région présentes. C'est une bonne nouvelle, évidemment, le retour de ces salons avec ce rendez-vous donc à Eurexpo. Encore merci Yves Empaté d'avoir été mon invité ce soir. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.